Les téléphones portables sont fouillés au barrage et les rassemblements publics sont interdits. Les arrestations sont multipliées, alors que les bombardements quotidiens de l'armée irakienne sont de plus en plus meurtriers, bien qu'aucune offensive ne se lance pour reconquérir la ville. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Décryptage. La chaîne Décryptage, c'est justement décrypter la géopolitique moderne et les relations internationales sans forcément passer par le prisme des médias, qui a parfois tendance à être un peu simple, à manquer d'impartialité. Donc nous, c'est pas notre objectif. On étudie des ouvrages toutes les 2 semaines, on approfondit et puis on reprend le propos de livres qui sont sortis soit récemment, soit qui sont un peu plus anciens, mais qui sont encore très pertinents pour comprendre l'actualité internationale. Je vous mets également à disposition mon expérience d'enseignant, de chercheur, mes nombreuses lectures que je mets à disposition de mes étudiants, mais que je peux mettre aussi à votre disposition, c'est l'objectif de cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très médiatique, c'est l'État islamique. Mais là, malheureusement, les médias ont tendance à en parler uniquement par rapport à un prisme un peu sensationnaliste, un peu spectacle. Donc on résume l'État islamique à ses attentats, à ses scènes d'égorgement, à la ritualisation de ses meurtres, à sa dimension criminelle. Alors évidemment c'est un élément qui est important quand on veut comprendre Daesh, mais les médias ont tendance à occulter le contexte historique qui a amené Daesh à faire sa percée en 2014, quelles sont les rivalités géopolitiques qui sont tout autour de la Syrie ou de l'Irak, et surtout comment au quotidien cette organisation a fait pendant 3 ans pour organiser son califat entre Raqqa, entre Mossoul et entre Falloujah. Vous prenez un triangle, vous prenez une carte entre l'Irak et la Syrie, vous tracez Raqqa en Syrie, Mossoul au nord de l'Irak et Falloujah au centre de l'Irak, et là vous avez le triangle du califat. Alors il y a un ouvrage qui est sorti en 2018 aux éditions La Découverte de Hélène Salon, L'État islamique de Mossoul, histoire d'une entreprise totalitaire, où là elle explique par rapport à son expérience de journaliste, puisqu'elle a couvert ce conflit à Mossoul, comment concrètement l'État islamique a essayé, alors en dehors de l'égorgement, de la violence et de la terreur, de gérer cette ville-là d'une manière parfois irrationnelle, mais également rationnelle, de manière violente, mais également non violente, et surtout elle a interrogé beaucoup d'acteurs sur le terrain, qui l'a amené à traiter cet ouvrage-là, qu'aujourd'hui on va traiter ensemble. Comment l'État islamique a-t-il pu contrôler une ville peuplée d'1,5 million de personnes pendant 3 ans ? Au-delà de l'image simpliste selon laquelle l'État islamique n'a imposé son autorité que par la terreur, l'organisation a surtout géré la ville en exploitant les conflits sociaux, en jouant sur la division citadin-urbain entre hommes de tribu et élites de la ville et en s'appuyant sur les migrants arrivés dans la ville dans les années 1980. Daesh s'est donc adapté aux réalités locales en les recouvrant d'un islam rigoriste pour en faire main basse sur les centres religieux, les bases militaires, les commerces, les hôpitaux, les sites industriels, archéologiques et l'administration de la ville. Déjà gravement déstabilisé par l'invasion américaine de 2003, ayant abouti à la chute de Saddam Hussein, l'Irak connaît une nouvelle période de turbulence à partir du début de la guerre civile syrienne en 2011. Initialement branche régionale d'Al-Qaïda en Irak, l'État islamique va profiter du chaos ambiant pour s'installer à l'est de la Syrie et conquérir la ville de Raqqa en décembre 2013. Les djihadistes continuent leur conquête en prenant la ville de Falloujah en janvier 2014, de Ramadi en mai 2014, puis de Mossoul en juin 2014 où Abu Bakr al-Baghdadi proclame le rétablissement du califat. Daesh échoue cependant dans sa conquête de Bagdad en étant stoppé à 100 km au nord de la ville. Mossoul est une ville très symbolique, fière de son passé multiculturel et ville phare pour la communauté sunnite d'Irak, ayant fourni des milliers de cadres aux parties basses et d'officiers de son armée. La chute de Mossoul en juin 2014 est le point d'orgue des victoires militaires de l'État islamique. La ville va être le laboratoire du mode de gestion administrative de Daesh en milieu urbain pour imposer son idéologie totalitaire. Création d'une police de la vertu et de tribunaux islamistes, relance et développement des services publics, collecte d'impôts et de renseignements. L'appel lancé par al-Baghdadi pour inciter tous les musulmans du monde à rejoindre l'Irak crée un appel d'air. Certains vont s'installer à Mossoul par conviction religieuse, mais surtout par opportunisme économique ou social. Profitant de la sidération de la communauté internationale face à cet enchaînement de conquêtes, le califat s'étend donc sur 300 km à cheval entre la Syrie et l'Irak, compte 9 millions d'habitants
et doit gérer des territoires riches en pétrole, agriculture et mines. Début 2015, 30 000 djihadistes étrangers, dont 4 500 Européens, ont déjà convergé vers l'Irak. Des dizaines de groupes djihadistes ont fait allégeance à Daesh, tandis que les premiers attentats à l'étranger ont lieu, comme celui de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Les premières semaines de la prise de Mossoul sont celles de la séduction pour l'État islamique. Les combattants défilent dans la ville, font parader leurs pick-up ainsi que les taxis jaunes ornés du drapeau noir de l'État islamique en criant les slogans « Dieu est grand, Dieu est avec vous ». Avec cette démonstration de force des premiers jours, la présence des combattants djihadistes est relativement discrète. Le gros des troupes de Daesh continuant à combattre au sud pour conquérir la ville de Bagdad. Les djihadistes sont dans une phase de conquête des cœurs et des esprits, ils exploitent notamment l'animosité des habitants de Mossoul à l'égard des autorités chiites de Bagdad. Les Mossouliotes peuvent donc circuler librement dans la ville. Les djihadistes se posent donc en libérateurs de la ville et promettent aux habitants de Mossoul de débarrasser leur cité de l'insécurité et de la rendre économiquement dynamique. À l'arrivée de l'État islamique, le gouvernement irakien négligeait complètement les travaux à l'intérieur de la ville, les pouvoirs locaux souvent corrompus établissaient des barrages et des contrôles physiques à répétition tout autour de la ville. Les djihadistes arrivent donc après des années d'humiliation infligées par les autorités chiites sur les sunnites. Il n'y a donc pas au début de rejet viscéral de la gouvernance de l'État islamique qui en profite pour distribuer dès juin 2014 des exemplaires de la nouvelle constitution de la ville. L'application de la charia est au début discrète avec l'interdiction théorique des cigarettes, de l'alcool, de la drogue, de l'adultère, du vol, de l'apostasie et de la rébellion contre la nouvelle autorité djihadiste. Les sanctions de flagellation, amputation de la main, peine de mort, lapidation ou exil sont au départ peu appliquées. Les femmes doivent se vêtir de niqab et ne sortir qu'en cas de nécessité. Les chiites sont ciblés comme athées, apostats, nationalistes ou polythéistes, tout comme les chrétiens, sans qu'une réelle politique de persécution ne soit appliquée. Par l'intermédiaire de haut-parleurs, les djihadistes appellent la population à se rendre dans les bureaux de repentance pour expier leurs péchés. Des écrans de télévision avec des chaises sont placés dans des endroits stratégiques de la ville pour diffuser des vidéos de propagande, notamment des images d'exécution de soldats irakiens ou de discours politiques des chefs al-Zarqawi, Ben Laden ou al-Baghdadi. Des clés USB ou des DVD sont également distribués gratuitement dans les rues passantes de la ville ou dans les magasins. En juillet 2014, l'État islamique lance sa radio Al-Bayab FM et sa chaîne de télévision Dabiq TV. Il s'attelle aussi à améliorer l'efficacité des services publics avec des travaux de réparation des rues, de ramassage des poubelles, de plantation d'arbres et d'amélioration de l'éclairage public, dans un souci d'une plus grande égalité avec la gratuité des bus. L'État islamique évite en fait soigneusement de reproduire l'erreur d'Al-Qaïda qui, de 2004 à 2006, sous l'autorité de Zarqawi, avait soumis les tribus et les factions sunnites par la force. Avec plus de subtilité, l'État islamique essaie de conquérir les cœurs et les esprits en s'appuyant sur des tribus pour en dominer d'autres. À la tête désormais d'une riche cité marchande, l'État islamique est donc en possession d'une grande quantité de gaz, de pétrole, de coton et de blé et des zones de conquête s'étendant des plaines de Ninive jusqu'aux provinces de l'est de la Syrie. Les djihadistes procèdent à un pillage méthodique des banques et récupèrent des stocks d'armes abandonnés dans les casernes par l'armée irakienne. 800 millions de dollars sont récupérés dans la seule banque centrale de Mossoul, ainsi que des propriétés publiques, des maisons privées, du bétail, des voitures et des meubles. L'organe en charge de ces saisies est le ministère des Finances. Les officiers de police sont parfois obligés de payer entre 900 et 2000 dollars pour obtenir leur carte de repentir. 3000 ateliers et magasins sont également saisis alors qu'ils étaient anciennement propriété du gouvernement irakien. Éventail de propriétés gérées par ce ministère pour fabriquer des bouteilles d'eau, des jus de fruits, des usines de glace, du textile, du plastique, des usines de production d'huile à moteur ou de la vente de meubles. Aucun commerce ou habitant n'échappe au paiement de la zakat, sorte d'impôt religieux et révolutionnaire, qui s'élève à 2% pour chaque revenu. Chaque commerce doit donc payer une licence commerciale de 10% sur chaque contrat commercial et chaque travaux de construction. Le pourcentage est également prélevé sur les récoltes de blé et les têtes de bétail. La province de Ninive est le grenier alimentaire pour l'État islamique et également pour l'Irak. La production de blé représente 20% de la production nationale. Des taxes d'entrée et de sortie sont imposées également pour les véhicules qui rentrent ou qui sortent de la ville. Dès 2004, les djihadistes avaient organisé leur propre route sur les réseaux entre la frontière irakienne, syrienne et turque. L'État islamique va reprendre ces réseaux. Des œuvres d'art sont également pillées et transitent par camion à travers les pays limitrophes et les marchés noirs de l'art. L'État islamique contrôle fin 2014 400 sites archéologiques et des permis de fouilles sont attribués à des familles sous couvert de taxes.
La ville ne fonctionne que grâce aux anciens employés administratifs de la ville. C'est ainsi qu'ils sont appelés à revenir en octobre 2014 alors qu'ils avaient été expulsés initialement. Le gouvernement de Bagdad décide de maintenir le versement des salaires, ce qui permet de renflouer les caisses de l'administration fiscale de l'État islamique. À la différence d'autres groupes terroristes, l'État islamique ne dépend pas de ses donateurs extérieurs, ses contributions ne représentant que 5% de ses recettes. Le contrôle du vaste territoire et une population de 10 millions d'habitants permet de diversifier ses sources de financement, notamment dans la province de Deir ez-Zor. Sur 8 millions de dollars de recettes mensuelles, la moitié viennent des confiscations, 30% du pétrole et le reste des taxes. L'organisation contrôle 60% de la production pétrolière en Syrie et 10% de celle en Irak. Mais il est également incapable de maintenir la production à son niveau de 2014. La main-d'œuvre expérimentée que l'État islamique recrute ne permet pas de maintenir ses quotas de production. Le baril de brut est donc moins profitable. Le secteur pétrolier est également la cible de la coalition internationale qui amplifie ses efforts contre les installations et les convois de l'État islamique. Sa capacité d'exportation du pétrole par son réseau de contrebande s'en trouve durablement affaiblie. Les premiers jours qui passent à Mossoul sont optimistes. En dehors du pillage de quelques églises, les chrétiens ne sont pas inquiétés. Combattants djihadistes distribuaient leurs numéros de téléphone à appeler en cas de menace. La constitution de la ville ne fait aucune mention de la communauté chrétienne, contrairement aux chiites désignés comme athées apostats. Mais la situation va se dégrader rapidement. Les hommes de l'État islamique connaissent les propriétés qui appartiennent aux chrétiens. Ils ont perquisitionné ceux qui doivent rester et obligent à payer un loyer à l'État islamique. Aux yeux des djihadistes, les chrétiens sont les protégés des Américains et deviennent la cible des rackets et des kidnappings. Les hommes de religion, évêques, prêtres et diacres sont kidnappés pour des fins d'extorsion, Mossoul étant pourtant le berceau du christianisme assyrien. De nombreuses églises se vident et les 60 000 chrétiens qui vivaient encore à Mossoul en 2003, il n'y en a plus que 35 000 en 2014. L'État islamique annonce au début les conditions imposées aux chrétiens, soit la conversion, soit la mort, soit le paiement d'un impôt. Pour les chrétiens, il faut également marcher face au sol, il leur est interdit de conduire des voitures. Les membres de l'État islamique peuvent même prendre des femmes chrétiennes comme esclaves sexuelles. À cause de ces conditions, des centaines de familles prennent donc la route de l'Exode. Les cloches des églises de Mossoul s'arrêtent pour la première fois de sonner dans l'histoire de l'Irak. Mossoul est désormais vidé de ses chrétiens et l'essentiel des propriétés chrétiennes est confisqué. La dégradation de la situation est graduelle, les gens découvrent le vrai visage de Daesh avec ses interdits, ses taxes et ses exécutions. Les cafés à chicha de Mossoul sont fermés, l'État islamique menace aussi de couper les doigts de tous ceux qui fument de la chicha, qui jouent au billard ou au baby-foot sans en être autorisés. Les djihadistes de l'État islamique commencent à détruire les mosquées et les édifices religieux qu'ils jugent hérétiques. Nombreux tableaux de prophètes et saints notamment. Révérés de l'islam, ils sont voués au pillage et à la destruction. Dans le Coran, il est écrit qu'il est interdit de vénérer les idoles et de les ériger. Des maisons chiites sont confisquées par l'État islamique. L'organisation annonce en juillet que les armes seront collectées auprès de la population. Les téléphones portables sont fouillés au barrage et les rassemblements publics sont interdits. Les arrestations sont multipliées, alors que les bombardements quotidiens de l'armée irakienne sont de plus en plus meurtriers, bien qu'aucune offensive ne se lance pour reconquérir la ville. Un monde sans femme commence à se dessiner dans la ville. Des affiches et des peintures murales vantant la vertu de la femme fleurissent avec Daesh. La véritable beauté doit, selon l'organisation, être impérativement cachée. Dans les mosquées, l'impératif est martelé pour les prêcheurs djihadistes de distribuer des tenues islamistes, niqab, à leurs femmes, notamment avec une double voilette pour cacher leurs yeux. Le monde est en noir car l'État islamique déteste la couleur. Les gens de la police de la vertu font le tour des magasins pour interdire la vente des tenues féminines jugées trop moulantes. Ordre est donné de fournir dans les fabriques confectionnant les vêtements de Daesh. La place des femmes est stratégique aux yeux de l'État islamique. Elle donne naissance et élève une nouvelle génération de djihadistes. L'organisation n'encourage pas les femmes à travailler ou uniquement à faire des emplois utiles à l'expansion du califat comme la médecine ou le saignement. Elles sont même parfois condamnées à servir d'esclaves sexuels aux djihadistes qui arrivent et qui affluent du monde entier. Il s'agit également d'apprendre la loi islamiste, apprendre le maniement des armes et l'électronique, les sciences islamistes et l'éducation physique, l'entraînement au tir, la lutte, l'équitation, l'anglais, l'histoire, la géographie, la physique, la chimie, la biologie et les mathématiques complètent le programme. Mais les arts plastiques, la musique, l'éducation civique et la philosophie ainsi que la psychologie sont supprimés car elles contredisent la loi islamiste. La biographie des chefs de Daesh est également enseignée, la géographie est revisitée, les États modernes créés à la chute de l'Empire ottoman sont remplacés par le califat islamiste et ses villes.
Les parents et les enseignants découvrent très rapidement les nouveaux manuels distribués par Daesh. Mais rares sont les enseignants qui sont prêts à assumer cette lourde tâche. Les classes deviennent vides. En octobre 2015, Daesh est même obligé de menacer les parents qui n'envoient pas leurs enfants et leur confisquent leurs propriétés. Les parents sont accusés de désobéissance civile et on les met en garde. Il est interdit de donner des cours à la maison. Beaucoup d'enfants de Mossoul ne reçoivent donc aucune éducation pendant 3 ans. La désertion, qui s'amplifie à partir de 2016, vide progressivement les écoles de Mossoul. L'emprise de l'État islamique sur la population de Mossoul est réelle sans être totalitaire, car il existe encore des poches de résistance, mais pour l'instant brimées, et qui ne se manifesteront que quand l'armée irakienne, aidée par la coalition internationale, commencera sa reconquête de la ville en 2016. Le véritable moyen par lequel Daesh assoit sa domination sur la ville et son exploitation des rivalités entre tribus et la frustration d'une frange de la population. Afin d'asseoir sa domination sur la ville, l'État islamique va s'appuyer sur des tribus étrangères à la population traditionnelle de la ville. Des alliances de convenance sont notamment passées avec les tribus villageoises s'étant installées récemment dans la ville et souvent rejetées par la population citadine et plus diplômée de Mossoul. La vieille stratégie du diviser pour mieux régner est appliquée par Daesh. Lui-même homme de tribu venu de la ville de Tikrit, Saddam Hussein avait développé cette même stratégie de déplacement de tribus non originaires de Mossoul pour peupler la ville et les liguer contre les élites traditionnelles urbaines. Les migrants ruraux sont installés par Daesh dans la vieille ville et les quartiers de Mossoul délaissés par la classe moyenne. Les hommes de tribu sont en effet plus facilement séduits par le salafisme, plus ancrés dans les zones rurales, alors que les chrétiens et musulmans traditionnels de Mossoul mettent plus en avant l'identité citadine de leur ville. La marginalisation culturelle dont ont été victimes les tribus rurales est exploitée par Daesh pour s'en servir comme point d'appui dans la ville. La ville de Tel Afar, située à 70 km à l'ouest de Mossoul, est notamment un bastion de recrutement des tribus rurales. À l'époque, Al-Qaïda en Irak s'en était déjà servi comme allié dans la ville de Mossoul. Les habitants de Tel Afar sont traditionnellement méprisés par les habitants de Mossoul, qu'ils considèrent comme des gens illettrés et avant tout manuels. Certains groupes sont donc attirés par l'État islamique comme un moyen de prendre leur revanche. Avec l'exil de la population de Mossoul, des chefs de tribus issus de Tel Afar deviennent des hommes d'influence à Mossoul. Alors que la ville était traditionnellement cosmopolite et régie par une justice civile, elle devient une cité contrôlée par des chefs djihadistes et de clans, régis par la loi coutumière et tribale. Les tribus rurales servent en fait de force supplétive à Daesh, ce qui favorise son emprise de la ville. L'État islamique exploite aussi les désirs d'ascension sociale de certaines catégories de population de la ville. Il offre 800 $ par mois, des épouses et une maison aux volontaires venus des quartiers périphériques défavorisés de la ville et vivant en marge de l'élite citadine. Des bus sont affrétés dans les quartiers pauvres pour recruter sur le tas et envoyer directement sur le terrain. La colère des sunnites est également exploitée. En 2003, suite à l'intervention américaine, beaucoup d'officiers ou soldats avaient perdu leur emploi suite à la débassification. Beaucoup se sont sentis marginalisés dès les premiers jours de la chute de Bagdad en 2003. La prise de Mossoul en juin 2014 et le discours du 29 juin d'al-Baghdadi galvanisent bon nombre de sympathisants sunnites qui voient une occasion de combattre les autorités chiites de la ville. D'autres, y compris des médecins, professeurs ou entrepreneurs, adhèrent au discours des islamistes. Lors de son discours du 29 juin, al-Baghdadi avait déclaré « Je ne vous promets pas le confort et la tranquillité, je suis là pour appliquer la religion et les punitions ». Une certaine frange de la population sunnite estime que les djihadistes sont respectables car ils se sont sacrifiés pour les protéger des pratiques inhumaines de l'armée chiite. Certains profitent de la prise de Mossoul pour saisir les demeures des chrétiens, y compris les plus luxueuses. Les hommes de tribu qui, eux, de l'extérieur ont rejoint Daesh, acceptent de marier leurs filles aux djihadistes pour les récompenser de leur courage. Daesh est donc appuyé sur une armée de combattants venus dans les campagnes environnantes de la province de Ninive et désireux de prendre leur revanche sur les habitants de Mossoul. Les qamis, tenues traditionnelles afghanes et souvent portées par les tribus rurales, sont de plus en plus visibles dans les rues de la ville. Au-delà des considérations tribalo-communautaires ou de désir de revanche sociale sur les élites traditionnelles de Mossoul, certains habitants de la ville ne voient au début pas de réel problème à la présence des djihadistes. L'imposition de la charia est compensée par l'accès aux services publics de base et le versement des salaires. L'idée qu'il suffit juste de ne pas énerver l'État islamique pour qu'il vous laisse tranquille est répandue dans la ville. Certains rejoignent l'État islamique pour des questions plus pragmatiques, appâtés par l'argent, les armes, les téléphones et les salaires promis. Des enfants sont également recrutés par Daesh, des enfants de combattants locaux ou des combattants étrangers, des enfants abandonnés, enrôlés de force ou volontaires. Leur formation est adaptée à leur âge. S'ils ont entre 5 et 10 ans, ils vont dans des camps d'entraînement religieux. S'ils ont entre 5 et 15 ans, ils s'entraînent dans des camps d'entraînement militaires.
La volonté de s'enrichir est à cet égard un puissant élément de motivation, car Daesh offre 800 $ pour ceux intégrés à titre d'officier et 400 $ pour ceux intégrés comme combattants locaux. La capacité de l'État islamique d'exploiter les rivalités locales de pouvoir, les tensions entre citadins et ruraux et le désœuvrement de la jeunesse pour perpétuer son pouvoir camoufle en fait sa faiblesse administrative. La phase de conquête initiale n'a en effet pas été complétée par une politique efficace de quadrillage administratif. Après les victoires foudroyantes du début, l'État islamique va rapidement s'effondrer. Daesh doit gérer une population de près de 10 millions d'habitants répartis dans tout son califat. Elle doit aussi entretenir des dizaines de milliers de combattants et ravitailler les bases de son territoire. Une grande partie de son budget est donc consacrée à la guerre. Même si Daesh devait se donner une certaine légitimité grâce aux promesses faites aux habitants d'améliorer leur sort, l'écart entre la propagande et la réalité devient rapidement visible. Daesh priorise en effet la gouvernance de la ville et l'évitement des soulèvements populaires au détriment du développement économique du pays. Il rencontre de grandes difficultés pour faire fonctionner correctement les services municipaux et maîtriser l'inflation. Les bombardements aériens permanents de la coalition internationale ne favorisent pas les choses, d'autant que la perte des provinces de Diyala et de Salah Eddin, situées entre Mossoul et Bagdad, font perdre beaucoup de pétrole à Daesh. La perte de la ville syrienne de Tabla Abyad, qui permettait à Daesh de relier Mossoul à Raqqa, perturbe le réseau d'approvisionnement de l'État islamique vers la Turquie. Ce n'est rien en comparaison des conséquences de la décision du gouvernement irakien de mettre fin au paiement des fonctionnaires mi-2015. Les fonctionnaires de Mossoul, qui permettaient de faire fonctionner bureaucratiquement la ville, se retrouvent démunis et vont commencer à quitter progressivement la ville. Entre octobre 2016 et janvier 2017, seul 1 million de $ est distribué à Mossoul pour les frais de fonctionnement de la ville, alors que la ville compte près de 3 millions d'habitants. Alors que beaucoup d'habitants de Mossoul survivaient grâce au rationnement du gouvernement, la multiplication des pénuries, l'inflation galopante et les difficultés d'importation de produits de première nécessité, notamment les médicaments, précarisent gravement la vie. Seul un nombre limité de produits est proposé sur les marchés de la ville avec des échelles de prix de plus en plus importantes. L'agneau, le poulet, le riz et l'huile se négocient 4 fois plus cher qu'avant l'arrivée de Daesh. Le ministère de l'Agriculture de l'État islamique en appelle même en janvier 2015 à la constitution de réserves de grains. Certains habitants vont jusqu'à vendre leurs vêtements pour survivre. Le manque à gagner généré par la fin du versement des salaires des fonctionnaires par l'État irakien se chiffre à 10 millions de $ pour Daesh, qui perd de facto beaucoup de sources d'imposition fiscale. Il tente de trouver l'argent partout où il peut. Afin de centraliser les transferts d'argent pour mieux les ponctionner, l'accès Internet n'est autorisé que dans certains points agréés de la ville. La zakat, ou impôt révolutionnaire, est portée à 10% des revenus. Les manuels scolaires sont désormais payants. Les cartes de repentir sont délivrées pour 1 000 $, alors qu'une majorité des habitants de Mossoul ne reçoit aucun salaire. Les magasins sont confisqués pour les propriétaires ne pouvant payer d'avance un an de loyer. Alors que les djihadis se présentaient comme des conquérants de l'islam comme à l'époque du califat de Bagdad, ils multiplient les exactions vers la population. Loin d'être des modèles de vertu, ils se comportent parfois comme de véritables criminels. Leur image aux yeux de la population se dégrade, d'autant plus qu'une partie des djihadistes est d'origine étrangère, Libye, Syrie, Arabie Saoudite, Tunisie, Maroc, Caucase et Russie. La perspective de la défaite provoque aussi la fuite de nombreux djihadistes, ce qui ne fait qu'aggraver leur perte de crédibilité. La peur de mourir de faim ou d'être tué au combat provoque ainsi le départ de 4000 djihadistes européens dans leur pays d'origine. Entre janvier 2015 et mars 2016, l'État islamique perd en effet 22% de son territoire et de nombreux combattants découvrent une réalité très éloignée de celle de la propagande. En plus de manquer de soldats, l'État islamique ne peut également pas s'appuyer sur un nombre suffisant de professeurs pour assurer l'éducation salafiste des enfants de Mossoul. Beaucoup de professeurs refusent en effet l'imposition des cours de charia en guise d'éducation idéologique et une partie choisit de quitter la ville. Au moment où la bataille de Mossoul commence en octobre 2016, le manque de soldats et de propagandistes se fait cruellement ressentir pour Daesh. Beaucoup de déserteurs sont à cette occasion exécutés pour dissuader tout départ de la ville. L'aménagement de défense autour de la ville, l'installation d'engins explosifs improvisés, l'emploi de camions-citernes en guise de bombes roulantes permettent à l'État islamique de tenir quelques mois, mais la ville tombe finalement entre les mains de l'armée irakienne en juillet 2017. L'État islamique, qui avait su exploiter habilement la rancœur des habitants de Mossoul contre le pouvoir chiite local et utiliser les tribus rurales pour en faire des forces supplétives, s'effondre rapidement, faute d'avoir su créer une vraie gouvernance dans la ville ou d'avoir rallié durablement la population grâce à un projet politique fédérateur. Après la chute de Mossoul, Raqqa est prise en octobre 2017 et Baghouz en Syrie tombe en mars 2019. L'État islamique ne règne donc plus sur aucun territoire à partir de cette date.
Voilà pour cet excellent ouvrage d'Hélène Salon, hein, je vous rappelle l'État islamique de Mossoul, histoire d'une entreprise totalitaire, édition La Découverte, 283 pages, sorti en 2018. Alors pourquoi je me permets de vous rappeler les références? Parce que rien de mieux que de vous faire votre propre idée au niveau de l'ouvrage. Alors c'est vrai que moi je vous ai donné un résumé très synthétique de ce qu'elle dit à l'intérieur de ce livre-là, mais vu qu'elle a fait une enquête de terrain, un travail au quotidien avec les habitants de Mossoul, bah, il y a des témoignages, il y a des interviews, il y a des anecdotes qui sont tristes, très violentes, mais qui sont également un peu plus amusantes, et puis un peu plus, pas anecdotiques, mais qui révèlent vraiment le quotidien des habitants de Mossoul. Il y a aussi une certaine analyse géopolitique, et puis aussi elle explique les causes qui vont amener aussi à la chute de Mossoul en 2017, alors qu'elle-même ne l'avait pas anticipé, puisqu'elle a fait un travail de journaliste pré-2017. Donc rien de mieux pour vous que de vous faire une idée, soit vous l'achetez, soit vous le stabilotez, soit vous en faites une fiche de lecture, soit vous lisez d'une traite, hein, ça dépend comment vous percevez la lecture des ouvrages. En tout cas, vous voyez que on a parlé de beaucoup de choses. On a fait notamment un historique de l'État islamique, de ses implications géopolitiques, du travail au quotidien. C'est le genre de choses que je traite énormément dans mes cours, Moyen-Orient, Proche-Orient, géopolitique d'Israël, l'Iran, le conflit en Syrie. Voilà, si vous êtes un étudiant à l'université, en prépa, en école de commerce, et que malheureusement vous n'avez pas le temps de vous rendre à vos cours de TD, à votre cours magistral, que c'est un thème que vous n'allez pas aborder durant l'année et qui pourtant vous passionnerait, vous avez accès à l'ensemble de mes supports de cours que j'ai accumulés depuis bientôt 10 ans, de par mon expérience d'enseignant, également de chercheur, également de mes lectures. Des supports de cours qui font entre 10 ou 15 pages, qui sont agrémentés de documentaires YouTube, agrémentés également de dossiers PDF. Voilà, donc c'est accessible pour ceux qui veulent une introduction. Pour ceux qui veulent également me former, si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne Décryptage, vous savez que je suis également formateur, également coach en pédagogie. Alors là, c'est lié aussi à mon expérience d'enseignant. J'ai vu malheureusement beaucoup d'étudiants qui étaient très performants d'un point de vue intellectuel, mais qui ne savaient pas s'organiser, qui ne maîtrisaient pas leur quotidien, ou qui avaient une addiction aux réseaux sociaux, qui malheureusement n'ont pas pu aller au bout de leurs études. Moi, je vous propose mes conseils et je viens de sortir une nouvelle formation qui s'appelle « Réussir son mémoire de master » puisque j'enseigne en Master 1 et en Master 2, donc j'ai régulièrement l'occasion pendant l'année de faire des soutenances de mémoire et je vois régulièrement les mêmes erreurs de rédaction, de méthodologie, de théorie. Je rédige également des rapports de mémoire, donc pourquoi ne pas vous mettre à disposition de mon expérience pour que vous fassiez un excellent mémoire de Master 1 ou de Master 2. Cette formation s'inscrit dans ma philosophie d'enseignement, qui consiste à dire que même si on n'est pas un génie intellectuel, si on maîtrise bien son quotidien et si on est discipliné avec des méthodes de travail, on peut tout à fait réussir et voire faire d'excellentes études supérieures. Si vous voulez connaître ma philosophie, vous avez ma formation aussi, la toute première qui était sortie il y a quelques semaines, Réussir ses études de la première à la dernière, qui est entièrement gratuite, qui fait 2h, 2h30. Une grosse formation qui vous aidera, notamment si vous êtes en première et deuxième année. Voilà, vous avez juste à cliquer sur les liens qui sont en dessous de la vidéo. Vous avez également mon adresse mail personnelle si vous voulez rentrer en contact avec moi. Et si vous voulez des questions sur votre orientation, si vous voulez des conseils d'ouvrage, si vous voulez également peut-être avoir des conseils méthodologiques ou même d'orientation professionnelle, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mon temps. Voilà, je suis très content une nouvelle fois d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. J'espère que ça vous a plu. On affine les vidéos, c'est le début, on progressera avec le temps. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et surtout, bonne lecture.